Bonsoir à tous, merci Mme Casalbou de cette présentation. Donc, je vais vous parler d'un sujet fiscal qui est brûlant, puisque, ça évidemment, on va voir, c'est pas du Balzac, on va pas, même si ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment, c'est assez romanesque. Donc, je suis un peu inquiet de vous présenter ce sujet en me disant que dans 3 semaines, aussi bien, tout ce que je dis n'aura aucun sens. Mais j'ai bon espoir malgré tout. Ce qui est sûr, c'est que les plus-values ne disparaîtront pas. Ça, je peux vous ficher un billet, il n'y a pas de problème. Et donc, ça paraît intéressant d'analyser l'état du droit actuel. Alors, la plus-value immobilière des particuliers, c'est l'impôt qui va être prélevé par le notaire au bénéfice de l'État à l'occasion d'une vente immobilière par un particulier. Basiquement, la plus-value, c'est la différence entre, si vous voulez, le prix de revient lorsque vous avez acheté et le prix de vente lorsque vous revendez. Mais on va voir que c'est plus subtil que ça. Et sur cette différence, la plus-value, il y a un impôt qui est perçu et des prélèvements sociaux. Donc, ça peut avoir une importance. Il y a des pièges, évidemment, dans lesquels il ne faut pas tomber. Notamment si on bénéficie d'une exonération et qu'on a agi de manière à perdre le produit de cette exonération. Donc, très rapidement, qui est imposable à la plus-value immobilière des particuliers? C'est vous et moi, lorsqu'on vend un bien. Et ça peut être également une société qui est à prépondérance immobilière. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des SCI. Donc voilà, ça peut arriver. Quand elle vend un bien, il y a la plus-value immobilière des particuliers. Si la SCI est à l'impôt sur le revenu, si elle a opté pour l'impôt sur les sociétés, là, on n'est plus dans le domaine de la plus-value des particuliers. Donc c'est dans le cas de la gestion du patrimoine privé, bien sûr. Et dès lors, il y a des cas où vous serez exclu du régime des plus-values immobilières des particuliers. C'est les marchands de biens, par exemple, mais il n'y a pas de marchands de biens ici, mais c'est les gens qui font la profession d'acheter pour revendre. Donc là, il y a un régime spécifique. Il y a les sociétés à l'impôt sur les sociétés. Là, je vous l'ai dit, c'est exclu, bien entendu. Donc, les biens concernés, maintenant, c'est tous les biens immobiliers. Il n'y a pas de sujet. Peut-être une petite exception, s'il y en a qui font du LMNP. Donc LMNP, c'est plus-value des particuliers, c'est donc le sujet dont on parle aujourd'hui. Mais vous savez que si vous dépassez certains seuils et que vous êtes en LMP, loueur meublé professionnel cette fois-ci, dans ce cas-là, il y a une fiscalité qui n'est pas des particuliers. Je ne sais pas s'il y en a qui louent en meublé ici, voilà, mais non professionnel. Voilà. Donc le sujet du jour va vous intéresser, même s'il y a une petite particularité pour vous, puisque depuis cette année, vous devez réintroduire les amortissements pratiqués. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous vendez seulement, bien sûr. Donc c'est tous les biens immobiliers là-dessus. Il n'y a pas de sujet. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, quelles opérations vont être concernées? Celle qui va vous intéresser le plus, c'est la vente, bien sûr. Mais si, par exemple, vous êtes en indivision et que vous vendez à un membre qui ne fait pas partie de l'indivision, vous êtes soumis au régime de plus-value des particuliers. Alors, quand est-ce que ça peut arriver? Quand vous avez des indivisions qui sont problématiques, il y a des organismes privés qui se sont fait la profession d'acheter les parts pour libérer celui qui veut sortir de l'indivision. Alors, évidemment, ils les achètent à bas prix, c'est bradé, mais ce n'est pas un membre de l'indivision d'origine. Donc, à partir de là, il n'y a plus-value pour cette vente. Par contre, si on cède à un membre de l'indivision, vous avez acheté avec un copain et vous cédez à ce copain, là aussi il y a plus-value, parce que tout dépend de l'origine de l'indivision. C'est pour ça que je mets les partages familiaux sont exclus. En fait, si vous avez hérité de vos parents avec vos frères et sœurs, et que là vous partagez entre vous, là, pas de plus-value. D'accord? Donc retenez l'idée que dans un cadre familial, on n'est pas imposé au titre de la plus-value. Et dans un cadre extra-familial, on est imposé. Alors, le sujet le plus intéressant d'aujourd'hui, les exonérations, c'est-à-dire quand est-ce que je vais donc vendre un bien immobilier
et que pour autant, je suis exonéré du paiement de l'impôt sur la plus-value. C'est évidemment la question qu'on se pose en premier, que les clients me posent en permanence. Est-ce que je suis exonéré, bien sûr, ou alors combien aurais-je à payer? C'est deux types de questions assez classiques. Hein. Alors, je vous ai fait une liste qui n'est pas exhaustive, mais il y a la plus connue des exonérations, c'est la cession de la résidence principale. On va la développer après. Il y a la première cession d'un bien autre, d'un logement autre que la résidence principale. Il y a le cas des faibles revenus, c'est assez rare ça comme exonération. Et quelque chose qui peut aussi vous intéresser, c'est évidemment, il y a une exonération absolue si vous détenez le bien depuis plus de 30 ans. Donc là, vous êtes tranquille. Puis celle-là, elle est incontestable comme exonération. Hein. Il y a les petites ventes inférieures à 15 000 euros. Et il y a certains partages, mais je vous l'ai déjà dit, c'est les partages successoraux ou conjugaux, puisque vous pouvez aussi divorcer et partager avec votre ex. Donc dans ce cas-là, évidemment, on est aussi exonéré. Alors, la première exonération, la résidence principale. Ça peut paraître faussement simple au départ. Évidemment, c'est le bien que j'occupe habituellement, où je réside pendant la majeure partie de l'année, de façon effective et non temporaire. Bon, pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui n'est pas subjectif, hein, c'est des éléments de fait. Mais moi, un cas que j'ai eu récemment, c'était un architecte qui vendait sa maison, mais à l'arrière, il avait une chartreuse. Et il louait la chartreuse à sa société d'architecte, puisque c'est là qu'il bossait en fait. Bien entendu, il a fallu ventiler. Alors je dis n'importe quoi, mais sa maison elle valait 500 000 euros. Ben, je lui ai dit, monsieur l'architecte, vous êtes exonéré pour 400 000 euros pour la maison que vous habitez effectivement. Par contre, la chartreuse, c'est un bien qui est loué à un professionnel, peu importe que ce soit lui par l'intermédiaire de sa société, il n'y a pas de sujet là. Et donc, la cession de la chartreuse, elle n'est pas exonérée, et donc celle-là, on va dire que ça vaut 100 000 euros. Et donc, ça veut dire qu'il y a une partie pour laquelle il a été exonéré au titre de la résidence principale et une autre partie du bien où il n'a pas été exonéré parce que ce n'était pas sa résidence principale. Bon, c'est assez logique, mais il faut faire attention à ça. Hein. De la même façon, et ça, peut-être que vous avez déjà fait donation aux enfants, si vous en avez, vous vendez votre maison dans laquelle vous êtes seulement usufruitier, hein, puisque vous aviez donné la nue propriété aux enfants. Et il se trouve que vous avez un Tanguy dans la famille qui continue à vivre dans la maison, hein, mais qui est seulement nu propriétaire. Bon, ben, est-ce que lui peut être exonéré? Ben oui, il peut être exonéré. Ne vous stressez pas. À partir du moment où il en a fait sa résidence principale, le fait de ne pas avoir le droit d'usage, qui est lié à l'usufruit, ne l'exclut pas de l'exonération pour autant. Donc Tanguy ne paiera pas de plus-value non plus. Par contre, celui qui a travaillé brillamment et qui est parti tôt, il paiera une plus-value, oui, puisque ce n'est pas sa résidence principale. Comme quoi, c'est parfois injuste. Si vous avez votre résidence principale détenue par une société, ça peut aussi marcher, à condition que, en tant qu'associé, vous viviez dans le bien détenu par la SCI. Ça, c'est le premier point. Vous n'êtes exonéré qu'à hauteur de la fraction des parts que vous avez, hein, bien sûr, ça va de soi. Et il y a une troisième condition que je n'ai pas rajoutée, mais que je rajoute devant vous, c'est qu'il ne faut pas que vous versiez un loyer à cette société. Sinon, ça ne marche pas. Alors, premier cas fréquent. Monsieur et madame sont mutés à Paris. Ils partent à Paris, et moi, quand je signe le compromis de vente, de la vente de leur bien de Toulouse, ils me disent « Ah mais non, maître, on vit à Paris maintenant ». Alors, est-ce que c'est pour autant la vente de la résidence principale? Alors, il y a une condition prévue dans la doctrine fiscale, c'est qu'il faut que l'immeuble ait été occupé à titre de résidence principale jusqu'à la mise en vente. Donc, je demande quoi au client? Ben, je lui dis donnez-moi le mandat que vous avez donné à l'agence. Ben moi, je suis parti le 1er mars. Oui, de quand il date le mandat? Du 28 février. C'est bon. Vous avez mis en vente tant que vous étiez occupant. Après que vous soyez parti, il n'y a pas de sujet.
C'était votre résidence principale au moment de la mise en vente. Qu'on signe le compromis en avril, pas de sujet. Ils sont exonérés. C'est clair ça? Alors, il y a quand même un sujet, c'est que la vente doit intervenir dans les délais normaux. Ça va vous plaire cette règle. C'est un peu comme 6 mois et 1 jour. C'est quoi un délai normal? Le Code général des impôts ne le dit pas. Donc, traditionnellement, quand le marché est dynamique, comme après le Covid, on va considérer qu'un délai normal de vente, c'est 1 an. Aujourd'hui, peut-être que 2 ans, c'est un délai normal, je ne sais pas. Donc, à voir, hein, selon les cas. Donc, ça veut dire que je suis muté, je mets en vente le bien juste avant de partir, je vends le bien 6 mois plus tard, pas de sujet, même si ce n'est plus techniquement ma résidence principale au jour de l'acte, je suis quand même exonéré. Bon, ça peut-être pas... C'est un sujet qui intéresse les gens qui sont mutés. Hein, donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont être mutés bientôt, mais en tout cas, voilà. Ah ben tiens, je vous avais donné un exemple. Ah oui, alors l'exemple que j'ai le plus souvent, c'est les gens qui achètent le bien avant d'avoir vendu le leur, avec un pré-relais. J'aime pas trop ça, parce que les pré-relais, c'est dangereux. Mais bon, ça peut être bien utile aussi, hein, donc ça dépend des cas. Et ils mettent leur ancien bien en vente en février. À partir du moment où ils quittent la maison en mars, il n'y a pas de sujet. Ils ont mis en vente au bon moment. Le cas que j'ai le plus souvent, par contre, c'est ils achètent au moyen d'un pré-relais, ils déménagent, et après ils mettent en vente. Là, ils n'ont pas droit à l'exonération. Alors ils tentent, mais à leur risque et péril. Ah oui, alors il y a aussi le cas de la séparation. Alors ça, c'est un cas plus qu'on voit de temps en temps aussi, c'est les divorces, par exemple. Donc, monsieur et madame divorcent. Le jugement autorise madame à résider seule dans la résidence principale, moyennant le versement d'une indemnité d'occupation ou qui se compense avec, que sais-je, peu importe. Monsieur s'en va. Et comme il s'agissait de mesures provisoires, le divorce n'est pas encore arrivé à terme. Et le divorce est prononcé 5 ans plus tard. Voilà. Et là, évidemment, pour payer la prestation compensatoire à madame, ou j'aurais pu faire l'inverse, et dans le cas le plus fréquent que j'ai, c'est madame, et bien ils vendent la maison. Et donc, c'est la résidence principale pour madame, depuis toujours, mais monsieur, ça fait 5 ans qu'il est parti. Bien là aussi, monsieur peut être exonéré. La condition, c'est qu'il faut qu'il y ait donc un des 2 époux qui soit resté dans le bien et que la vente intervienne dans des délais normaux à partir du moment où on l'a mise en vente. 5 ans, c'est pas un délai normal, mais voilà. Donc, ça, c'est un cas fréquent que j'ai. Maître, voilà, ça fait 5 ans que j'ai quitté la maison, on s'est fâché, on va vendre, est-ce que j'ai la plus-value? A priori, non, il ne l'a pas. Hein. Mais, par contre, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y en a un qui est parti au bout de 5 ans, et puis, au moment où on met en vente, celui qui a vu la jouissance dans le jugement de la résidence principale était parti aussi. Voire pire, ils ont mis en location. Ben, dans ce cas-là, il n'y a pas d'exonération. Ah oui, les dépendances. Alors ça, c'est un problème. J'ai une maison, et puis il se trouve qu'à l'époque, les lotissements, c'était 2500 mètres carrés, hein, c'est énorme. Donc, révision du PLU, paf, je peux diviser et vendre le terrain. Ça, c'est un grand classique, ça. Hein, donc, je me dis, je vais faire une bonne affaire, et il se trouve que c'est le terrain de ma résidence principale. Et dans les exonérations, sont exonérées la résidence principale et les dépendances immédiates et nécessaires. C'est quoi une dépendance immédiate et nécessaire? Un garage, une annexe, une maison de gardien, etc. Hein, ou les abords, en quelque sorte. Donc, par exemple, si j'ai un appartement et un parking et que c'est ma résidence principale, ben, j'ai le droit de vendre séparément l'appartement et le parking à 2 acquéreurs distincts. Le parking, je suis exonéré parce que c'était une dépendance immédiate et nécessaire de mon appartement. Ça allait ensemble en quelque sorte.
Par contre, le terrain à bâtir, ben, si je peux le détacher de la maison, ce n'est pas une dépendance nécessaire, puisque je peux m'en débarrasser. C'est pour ça que quand vous divisez votre maison pour vendre le terrain, vous n'êtes pas exonéré au titre de la résidence principale. Vous paierez de la plus-value sur la vente de ce terrain. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire sur les dépendances immédiates et nécessaires? Par exemple, dans la doctrine fiscale, on est exonéré au titre de la résidence principale si on vend sa maison et un garage, à condition que le garage il soit à moins d'1 kilomètre. Là, il y a une règle pour le coup. Et peu importe que ce soit des acquéreurs distincts. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc ça, mais on n'est jamais très confort d'ailleurs avec cette exonération. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent « je vends mon appart à A et mon parking à B pour faire plus d'argent ». Il y en a qui se le disent, ça. Plutôt que de vendre l'ensemble à la même personne. Alors, c'est pas faux. C'est vrai que ça augmente un petit peu. Hein. Et dans ce cas, ils sont exonérés, bien sûr. Donc, la première session en résidence principale, alors ça va concerner des gens qui ont soit hérité d'un bien qui était en location, soit qui, avant d'acheter leur résidence principale, ont fait un investissement locatif. Il y en a de plus en plus des jeunes qui font ça, pour se mettre le pied à l'étrier. Et quand ils arrivent à la trentaine ou à la quarantaine, ils vendent ce bien. Alors soit ils ont hérité de leurs parents d'un studio qui est loué, soit ils ont investi de façon locative vers 25 ans, ça peut arriver. Et arrivés à 35-40 ans, eh bien, ils veulent acheter leur résidence principale, eh bien, ils vont le financer l'apport au moyen de la vente de ce bien. Si on applique strictement la règle de l'exonération résidence principale, ben, ça ne marche pas, puisqu'en plus le bien en général il est loué. Eh bien, il y a quand même une tolérance fiscale, plus qu'une tolérance, une règle, qui prévoit que pour une fois, si on cède un bien qui n'est pas sa résidence principale, qu'il s'agisse d'un logement, pas d'un commerce, j'ai eu le cas, il faut que ce soit un logement, et qu'on n'a pas été propriétaire de sa propre résidence principale au cours des 4 années qui précèdent la vente, et bien dans ce cas-là, je suis exonéré, mais je prends l'engagement dans l'acte notarié à utiliser le prix de vente de cet appartement pour l'achat de ma résidence principale dans les 2 ans. Ok ? Donc je prends l'exemple d'un ancien ingénieur, étudiant ingénieur, arrivé à son premier job à Airbus, il n'avait pas les moyens d'acheter une baraque ou quelque chose comme ça. Hop, il a acheté un studio Place Saint-Georges, par exemple, et il s'est dit, ben voilà, je vais capitaliser. Et arrivé à 35 ans, il s'est marié, voilà, et avec sa femme, il veut acheter une maison. Et là, il vient me voir, il dit, bon, ben voilà, on va vendre le studio. Alors, par contre, je suis embêté, je l'avais acheté 40 000 €. Là, aujourd'hui, je vais pouvoir le vendre 100 000. Je vais me faire assassiner par Bercy. Et je lui dis, ben non, parce que ça va être la première cession autre que la résidence principale. Mais par contre, la règle, c'est que l'argent, vous devez le réemployer dans l'achat de votre résidence principale dans les 2 ans. Et là, en général, il a le sourire, et il est content. Ben voilà, je vous ai mis un exemple. Hein. Un bien, un investissement locatif issu d'une donation de ses parents, donc ce n'est pas sa résidence principale. Il prend dans l'acte l'engagement d'affecter le prix de vente à l'achat de sa résidence principale. Il achète sa résidence principale en novembre, moins de 24 mois pour utiliser l'argent, exonération maintenue. Voilà, donc là il n'y a pas de sujet. Donc vous voyez, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors à ce sujet, la résidence principale, il y a des députés qui ont voulu, bon, en fait on a vu tellement de choses là, je ne sais pas si vous regardez un peu, c'est hallucinant, qui ont voulu la supprimer, cette exonération. Voilà. Il y en a certains, mais ça c'est les députés basques, qui ont voulu créer une durée de détention pour en bénéficier de 5 ans. Bon, ça c'est un problème de Biarritz, si vous voulez, en gros, mais ce n'est pas le problème de la France, quoi. Allez, l'exonération sur les petites ventes, bon ça c'est facile à comprendre. Quand vous vendez une place de parking aérien 14 000 €, ben voilà, vous n'avez pas d'impôt, c'est inférieur à 15 000 €. Et si vous êtes 2 propriétaires à 50-50,
eh bien, c'est votre quote-part qui doit être inférieure à 15 000 euros. Donc, par exemple, si monsieur et madame vendent un garage 28 000 euros, ça fait 14 000 pour chacun, il y a exonération. Alors voilà, donc ça c'est toujours intéressant. C'est pour ça que bizarrement, moi dans mon quartier, je ne fais que des ventes de garage, de places aériennes à 15 000 euros. C'est le prix. Je me pose toujours la question, c'est marrant. Alors on me demande, ça vaut combien un parking? Ben, 15 000 euros. Voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'ils font sur le parking avant que je reçoive l'acte, je ne veux pas savoir. Mais voilà, c'est le prix du marché. Par contre, juste attention, s'il y a le bien démembré, on ne tient pas compte de la valeur des parts démembrées. Alors, par exemple, vous vendez un parking 16 000 euros, et puis il y a un usufruitier et un nu propriétaire. Ben, vous vous dites, ah ben ils sont deux, donc il faut regarder la part de chacun. Non, en démembrement, c'est la valeur du bien qui compte. Hein. C'est uniquement en pleine propriété en indivision que ce seuil de 15 000 euros est apprécié. Voilà. Alors, le cas des partages. Alors, bon, je vous l'ai dit, c'est facile. Vous êtes entre frères et sœurs. Il y en a un qui veut récupérer la maison des parents. Il y a des soultes qui sont mises en place pour indemniser les frères et sœurs. Et effectivement, ça peut arriver qu'il y ait plus-value. Surtout si le partage, il intervient des années après le décès. Hein. Puisque si vous avez mis dans la succession que ça valait 200 000, mais que 10 ans plus tard, vous vous mettez d'accord pour partager, ça vaut 300 000. Effectivement, il peut y avoir une plus-value au bénéfice de ceux qui cèdent leur part. Mais dans ce cas-là, si ça vient d'une origine successorale, on est exonéré par principe, il n'y a pas de plus-value. Par contre, si c'est une indivision conventionnelle, j'ai acheté un appartement avec un copain pour faire un investissement, je lui cède mes droits, là il n'y a pas d'exonération, même si c'est un partage. Les petits revenus, donc, voilà, il y a les titulaires de pension vieillesse, de carte d'invalidité, avec des seuils. Il ne faut pas être passible de l'ISF. Donc, je vais utile de vous dire que ça correspond à quasiment personne. Il y a maintenant le calcul de la plus-value que je vais vous montrer. Alors, la plus-value, c'est la différence entre un prix de vente corrigé et un prix d'achat corrigé, pour simplifier. Tous les mots comptent, puisqu'on va pouvoir faire des correctifs qui vont aller dans votre sens. Donc, par exemple, quand vous vendez un bien 100 000 euros, eh bien, je peux enlever des choses de ce prix de vente. Plus je fais baisser le prix de vente fiscalement, moins je paye d'impôts. Logique. Hein. Donc, je peux diminuer ce prix de vente du coût des diagnostics. Alors, ça ne va pas chercher loin, on va dire 500 euros. Les frais d'agence mis à la charge du vendeur, donc allez, 10 000 euros. Donc déjà, mon prix de vente fiscalement, c'est plus 100 000 euros, hein, mais c'est 89 500. 100 000, moins 10 000, moins 500. Je peux enlever des frais de main levée, ça c'est si le bien était encore hypothéqué. Bon, on va dire que ce n'est pas le cas. Et je peux aussi augmenter, cette fois-ci, le prix d'achat. Donc, par exemple, je prends mon cas ici. De ça, je vous ai mis un exemple après. Donc je ne vous fais pas d'exemple puisque je vous l'ai mis après. Et on peut aussi augmenter le prix d'achat. Si j'augmente le prix d'achat, pareil, ça me fait baisser la plus-value. On est d'accord. Donc le prix d'achat, bien sûr, vous allez me dire, vous avez payé les frais dits de notaire, qui portent mal leur nom. Mais enfin, vous voyez de quoi je parle. Voilà. Soit vous avez gardé la facture du notaire, vous me la montrez. Voilà, c'est les frais réels. Soit vous ne l'avez pas gardée, vous ne savez pas où elle est. On peut prendre un forfait de 7,5 du prix d'achat. 7,5%. Donc si par exemple j'ai acheté le bien 50 000 euros, eh bien, je peux dire que je l'ai acheté 53 750 euros. J'ai rajouté 7,5%. Donc ça fait, vous voyez, on est en train de compresser la plus-value, hein, soit par le haut, par le prix de vente, soit en augmentant le prix d'achat. Et après, il y a la question des travaux. Donc les travaux, ben, pareil, vous avez des factures de travaux, mais attention, c'est comme pour les revenus fonciers, on ne peut pas déduire les travaux de conservation, par exemple, ou d'extension. Hein, donc
C'est assez... et puis, on ne peut pas déduire de la plus-value les travaux qu'on a déjà déduits des revenus fonciers. On ne peut pas gagner 2 fois. On a gagné une fois, on ne gagne pas 2. Donc c'est pour ça qu'il y a un super système, c'est que si on a le bien depuis plus de 5 ans, on peut appliquer un forfait de 15%. Donc si j'ai acheté 50 000 euros, je peux rajouter 7 500 euros à condition que j'ai une facture de travaux. Il faut avoir fait changer un robinet, peu importe, il faut avoir une facture. Alors quand on est en copro, c'est facile, hein, c'est dans les charges, hein, il y a tout le temps des travaux votés, donc là-dessus il n'y a pas de sujet. Et donc de suite, j'ai plus acheté 50 000, j'ai acheté 57 500, puisque j'ai rajouté 15% à la valeur d'achat. Donc vous voyez, j'ai diminué mon prix de cession, j'ai augmenté mon prix d'achat. Et donc je vous montre un exemple. Je vends un appart, bien sûr je ne suis pas exonéré, je ne suis pas dans les cas qu'on a vus précédemment, donc il va falloir passer à la caisse, que j'avais acheté 160 000 euros. On va dire il y a plus de 5 ans. Hein. Donc, les 160 000 euros, je vais rajouter mon forfait frais de notaire, puisque je n'ai pas retrouvé la facture des frais réels. Je vais rajouter mon forfait travaux. Et donc, finalement, j'ai fiscalement une valeur d'achat qui n'est plus de 160, mais de 196 000 euros. Donc, c'est intéressant, puisque ma plus-value est de 44 000 au lieu d'être de la différence bête entre 160 et 240. Je l'ai quasiment divisé par 2, ma plus-value, en faisant ces correctifs. C'est clair pour vous à peu près? Alors, les abattements pour durée de détention. Alors, je ne vous ai pas mis le tableau parce que c'est compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une plus-value à court terme, en gros, qui est de 0 à 5 ans. Si vous avez le bien depuis moins de 5 ans, c'est une plus-value à court terme. Donc, vous n'aurez pas, si vous voulez, une diminution de l'impôt liée à la détention. Au-delà de 5 ans, c'est-à-dire quand la 6e année est terminée, vous avez des abattements qui s'appliquent. Mais ils s'appliquent différemment à 2 choses. Parce que la plus-value, c'est 36,2%. Vous avez 19% d'impôt sur le revenu. On le retrouve, notre impôt sur le revenu, c'est ce que je vous disais. Et vous avez 17,2% de prélèvements sociaux. Et les abattements, si vous voulez, sont plus importants pour l'impôt sur le revenu, de sorte qu'au bout de 22 ans, il n'y a plus les 19%. Vous êtes exonéré d'impôt au bout de 19%, mais vous n'êtes pas exonéré pour autant de prélèvements sociaux, puisque eux, c'est 30 ans. Et le législateur a bien fait les choses, puisque l'essentiel des abattements pour durée de détention des prélèvements sociaux, vous les avez entre 22 et 30 ans. C'est-à-dire qu'au début, c'est peanuts, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est exonéré au bout de 30 ans, hein, même si, en étant puriste, on est exonéré d'impôts au bout de 22 ans et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Voilà. Bon, après, ça fait quand même une belle différence de ne pas être exonéré, d'être exonéré de 19%. Le problème que pose cette durée d'exonération, c'est que mathématiquement, moi je l'ai constaté, quelqu'un qui ne spécule pas, eh bien, au bout de 25 ans, il est mathématiquement en plus-value, quoi qu'il arrive. Et est-ce qu'il est, entre guillemets, juste, ça c'est à vous d'en juger, de faire payer de l'impôt à quelqu'un qui a un bien depuis 27 ans? Je ne sais pas. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'avant 2004, c'était 22 ans. De 2004 jusqu'à 2012, ça a été 15 ans. On était exonéré au bout de 15 ans avant. Moi, je considère que 30 ans, c'est trop long parce que vous allez être systématiquement imposé. C'est obligé. C'est obligé. Donc, bon, voilà. Après, est-ce qu'ils avaient ça derrière la tête? Je ne sais pas. Oui, ah, mais ça augmente sans arrêt. Mais la bascule de la plus-value, c'est 2012. C'est le même moment où il y a eu la bascule sur les abattements pour donation et succession, puisqu'ils étaient à plus de 150 000 euros. Ils sont repassés à 100 000. Donc ça a fait bien mal, hein, sur la fiscalité du patrimoine. Hein. Alors, bon là je vous ai montré des exemples d'abattement, mais ça ne sert à rien de les retenir. Hein. Bon, donc je ne vous ai pas fait de calcul de plus-value, mais en gros, si je prends cet exemple qui est là, je n'ai pas mis de date,
Mais imaginons que je vende au bout de 5 ans, je n'ai pas d'abattement par année de détention, bon, ben, je vais avoir 36,2% de cette somme à payer. Voilà, de 44 000 euros. Si j'ai le bien depuis 20 ans, ben là, dans ce cas-là, il faudra que je fasse un calcul. Pour la partie impôt sur le revenu, il y a des abattements. Pour la partie prélèvements sociaux, il y a des abattements. Et puis j'aurai donc une plus-value brute corrigée qui sera différente selon que je calcule les prélèvements sociaux, selon que je calcule l'impôt. Bon, ça se fait dans les études, hein, c'est facile à faire. On a des logiciels qui nous permettent d'aller vite et surtout de simuler. Si je vends tel moment, si j'attends 5 ans, etc. Voilà, donc comme ça vous donne des bonnes idées. Donc tout ça pour retenir qu'il y a quand même des exonérations possibles, que ça vaut le coup d'aller voir un notaire pour se faire calculer les plus-values et à envisager des stratégies. Alors il y a quand même des stratégies intéressantes, hein, notamment la donation avant de cession, hein, par exemple. Il y a des gens, ils viennent me voir, bon, je vais vendre cet appartement et puis je vais filer l'argent aux enfants. Oui, très bonne idée. Alors l'appartement, vous l'avez depuis combien de temps? Ben, je l'ai acheté il y a 5 ans, mais j'ai fait une super affaire. Ah, donc j'ai acheté 50 000 euros et là je le vends 120. D'accord. Voilà, je calcule vite fait, vous avez 20 000 euros de plus-value. Oui, bon. C'est dommage, ça fait ça de moins pour les enfants. Alors je dis peut-être qu'on pourrait faire une donation avant cession. Donc on fait une donation aux enfants du bien, à la valeur d'aujourd'hui. C'est les enfants qui vendent, pas de plus-value, puisqu'on leur a fait une donation à 120 000 et ils vendent 120 000. Voilà, vous avez neutralisé la plus-value par le jeu d'une donation. Voilà, ça c'est une stratégie possible que l'on fait de temps en temps, fréquemment. Ça s'appelle la donation avant de cession. Alors après, j'ai pris un exemple avec des petits montants. Ou alors vous pouvez faire aussi, vous pouvez donner le bien à hauteur des abattements. Par exemple, le bien il vaut 300 000 euros, vous avez 2 enfants. Le bien il est qu'à vous, hein, il n'est pas à madame, etc. Ben, vous donnez un tiers à l'un 100 000 euros, pas de droit, un tiers à l'autre 100 000 euros, pas de droit, vous vendez, chacun touche son argent, il n'y a que vous qui êtes imposé à la plus-value. Parce que vous avez l'acquisition d'origine qui était une bonne affaire, vous faites une plus-value, mais les enfants, eux, ils l'ont eu à 100 000 le bien, ils vendent leur part à 100 000, pas de plus-value. Voilà. On peut faire ça aussi. Merci de votre attention.